Septentrion où certaines élites anciennement membres du gouvernement semblent indiquer que c'est une partie du pays totalement abandonnée par son élite. On en dira un mot avec notre invité ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Il vous arrive ces derniers temps de vous reposer un peu? Oui, quand même. Peut-être même dans la voiture en roulant, je me repose. Parce que moi, en tapant les moteurs de recherche tout à l'heure, juste votre nom, et je découvre que vous avez été partout à la fois. On vous annonce même dans le littoral à partir de demain. Et on sait que ces descentes-là riment avec la campagne de soins de santé gratuits pour les Camerounais. Qu'est-ce qui motive le lancement de cette campagne? En tout cas, je ne voudrais pas donner une motivation particulière, spécifique, mais c'est une mission régalienne des instructions que nous recevons de Monsieur le Président de la République lorsque nous prenions service. C'était de rapprocher les soins de santé des populations et de faire lever tous les verrous en termes d'obstacles financiers, géographiques, pour que les Camerounais aient un accès, n'est-ce pas, facilité aux soins de santé de qualité où qu'ils se trouvent et quelle que soit leur bourse. Donc je crois que c'est dans cette mission que je me retrouve encore. Et vous le savez très bien, lorsque je fais quelque chose, je le prends à cœur et je fais des choses comme cela se doit. Et donc c'est ça qui me motive et qui me pousse donc à faire tout ce que vous avez vu sur le terrain pour le bien de ces populations-là, pour le bien de notre pays, parce que j'établis toujours un lien entre la santé et le développement. Et donc, je pense qu'une population en santé créera mieux de richesses et, par conséquent, développera mieux son pays. Alors, une campagne, généralement, c'est limité dans l'espace, dans le temps également. Est-ce que les opérations comme celle-là peuvent satisfaire les Camerounais qui sont demandeurs? Parce qu'on voit des milliers de patients qui se bousculent. Ça dépend, parce que c'est vrai, vous avez raison, c'est limité dans l'espace, dans le temps, mais vous convenez avec moi qu'une opération de la cataracte, ce n'est pas limité dans le temps. Dès que vous opérez de la cataracte, vous voyez, et ce ne sera pas pour un mois, ce ne sera pas pour 5 jours, ce sera pour le reste. Et donc, c'est des actions qui sont ciblées en fonction, n'est-ce pas, des paramètres que nous avons sur le terrain, en fonction des critères, n'est-ce pas, de santé publique et des pathologies qui sont des problèmes pour nous. Donc, je crois que les indicateurs de santé sont améliorés en fonction de ce que nous avons fait sur le terrain dans le cadre de ces campagnes. Maintenant, ça ne voudrait pas dire qu'une fois la campagne est passée, ces populations n'ont plus droit ou accès à des soins de santé de qualité. Non, on viendra simplement pendant la campagne renforcer, n'est-ce pas, cet accès, mais l'accès reste un accès j'allais dire universel, aux soins de santé de qualité. On a vu dans certaines localités, dans certaines régions, on attendait 100 000 patients. On en a reçu 140, voire 200 000. Quelle est la lecture que vous faites? C'est qu'il y a beaucoup trop de patients au Cameroun, beaucoup trop d'indigents, que l'accès normal au traitement, aux médicaments est difficile. Quelle est la lecture que vous faites? Alors, la lecture que nous avons, parce que lorsque nous récoltons les données des campagnes de santé gratuites que nous faisons, il y a une équipe qui analyse ces données et qui apporte des solutions pour les jours ou les années à venir. Et donc, la lecture que nous faisons déjà, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne recherchent pas les soins, mais attendent que les soins viennent vers eux. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que vous avez des gens qui, à un moment donné, vous disent non, vraiment, je n'avais pas trouvé bon d'aller à l'hôpital parce que c'était juste les maux de tête, parce que j'avais juste mal au dos, j'avais mal aux pieds. Donc, en réalité, beaucoup de Camerounais ne recherchent pas les soins, mais ils attendent que les soins viennent vers eux. Ça, c'est la première chose. Donc, problématique, demande de soins. Maintenant, vous avez une autre catégorie de Camerounais qui également n'ont pas assez de moyens pour se rendre à l'hôpital. Et donc, à ce moment-là, ils vont endurer la douleur, ils vont attendre certainement une providence, mais tant que ça ne vient pas, ils n'auront pas accès aux soins. Et une troisième catégorie, c'est des personnes qui sont indécises, c'est-à-dire qui se disent, bon, est-ce que possible, il faut aller à l'hôpital, et bon, on va attendre sur place.
tant que ce n'est pas encore assez grave, ou alors ils ont des praticiens, ils ont des guérisseurs traditionnels, ils préfèrent faire avec eux, parce que même quand vous leur offrez, n'est-ce pas, cette possibilité d'être soignés à l'hôpital, ils vous disent non, je préfère plutôt un guérisseur traditionnel. Donc vous avez ces trois catégories de personnes qui ressortent de nos campagnes de santé gratuite. Mais pour nous, ça devient comme une motivation supplémentaire pour aller encore plus loin avec la couverture santé universelle. Alors, on prend quelques-uns des aspects que vous avez évoqués. Oui. La distance, oui. On attend de vous des solutions, rapprocher les soins de santé des patients. Oui. Est-ce qu'il y a une évolution en la matière? Oui, nous avons densifié pendant, si vous prenez simplement les 5 ou 7 dernières années, nous avons doublé, sinon triplé la carte sanitaire. Donc ça veut dire qu'on a créé davantage de formations sanitaires, notamment en termes de centres de santé intégrés, en termes de centres médicaux d'arrondissement, en termes d'hôpital de district, des hôpitaux régionaux et même des hôpitaux de première catégorie, puisque l'hôpital général de Garoua a été créé dans ce sens-là. Et donc, je crois que nous avons densifié la carte sanitaire. Peut-être on n'est pas encore arrivé à un ratio qui soit satisfaisant par rapport à ce que nous voyons ailleurs, mais je pense que pendant ces 5 à 7 dernières années, nous avons densifié, doublé, sinon triplé la carte sanitaire. Mais la question de la disponibilité du médicament se pose toujours. Nous sommes en train j'allais dire, d'optimiser l'approvisionnement et la distribution des médicaments. Il vous souvient que la Sénamé a changé d'organigramme, a aujourd'hui la possibilité d'être représentée dans les 10 régions pour mieux retracer, n'est-ce pas, la distribution des médicaments. La Sénamé est en train d'être recapitalisée pour que elle puisse, n'est-ce pas, jouer mieux son rôle. Et donc, il y a des acteurs également qui rentrent en jeu, notamment les grossistes, les répartiteurs, et maintenant les industriels qui doivent produire les médicaments sur place. Donc, je crois que c'est une chaîne qui mérite toute l'attention du gouvernement. Et le premier chef du gouvernement, d'ailleurs, au sorti de la Covid, a mis en place un groupe de travail qui est à l'œuvre en ce moment, dirigé par le MINMIN. L'autre lecture, c'est celle de la disponibilité des spécialistes. Vous avez évoqué tout à l'heure la cataracte. Oui. On a été sur le terrain, on a vu combien le besoin est énorme. Les spécialistes pour les questions de vue, la petite chirurgie et consorts. Ça aussi, c'est une lecture qui se dégage et qui vous interpelle. Oui, sur ce point, je dois pouvoir dire que nous sommes fortement préoccupés quand même. Parce qu'on a de moins en moins des marges de manœuvre en termes de spécialistes. Et c'est pour ça que vous allez voir que on va s'assurer aujourd'hui que nous avons au moins au chef-lieu de la région l'ensemble des spécialités, et quitte maintenant à ce que les hôpitaux qui sont dans la région s'organisent pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des compétences de ces spécialistes. Mais toujours est-il que le plus grand problème, c'est leur nombre, mais il y a un autre problème à l'intérieur du grand problème, c'est que tous les spécialistes veulent être à Yaoundé, ils veulent être à Douala. Et ça, c'est un gros souci, parce qu'il faudrait bien que cela soit reparti sur l'ensemble du territoire, parce qu'il n'y a pas que les populations de Douala et de Yaoundé qui ont droit à des soins de qualité, c'est toutes les populations du Cameroun. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. On a fait confectionner une carte de pratiquement ces spécialistes-là, et la répartition va encore être beaucoup plus optimisée pour permettre aux uns et aux autres de bénéficier de leurs compétences. C'est gratuit, et quand c'est gratuit, nous voyons l'engouement. Cet engouement interroge finalement la gratuité des soins de santé au Cameroun, et notamment la couverture santé universelle qui est annoncée. Est-ce qu'on est quand même en train d'aller vers cette gratuité? Est-ce que vous avez senti que sans cette gratuité-là, de nombreux Camerounais vont souffrir, vont peut-être perdre des vies? Je pense que beaucoup ont critiqué la gratuité, mais c'est important. C'est important parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire de notre pays. Il ne faut pas oublier d'où nous venons, il ne faut pas oublier à quel stade nous nous retrouvons en ce moment. Et c'est pour ça que
continue à penser qu'il faut une chaîne de solidarité nationale dans le domaine de la santé publique. Et cette solidarité nationale dans le domaine de la santé publique ne doit pas qu'interpeller l'État. Ça ne doit pas qu'interpeller, j'allais dire, certains partenaires, qu'ils soient techniques, financiers, extérieurs. Ça doit interpeller le secteur privé. Ça doit interpeller l'ensemble des Camerounais. Ceux qui ont un peu doivent pouvoir financer le soin des autres. C'est ça, en fait, la lecture qu'il faut faire de cette gratuité. Et donc, la couverture santé universelle est donc cet outil, cet instrument qui nous permet donc de relier cette chaîne de solidarité pour que cela soit bénéfique, non seulement à la classe qui a plus de moyens, à ceux qui sont au milieu et également aux indigents. Aujourd'hui, nous n'avons pas totalement déroulé encore cette couverture santé universelle, simplement parce qu'on n'a pas encore l'encadrement juridique nécessaire pour que chacun puisse contribuer à cette couverture santé universelle. Mais je pense que ça arrivera et les Camerounais devraient pouvoir garder espoir parce que le feedback que nous avons aujourd'hui, c'est très satisfaisant. Alors, lorsqu'on suit ces campagnes sur le terrain, les discours tendent toujours à remercier la magnanimité du chef de l'État, le président Paul Biya. Et on se souvient que nous sommes en année électorale, une campagne de santé, de soins gratuits grâce au chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas une campagne finalement politique? Peut-être que ceux qui ont tendance à le penser, ou ceux qui ont tendance à relier cela à l'élection présidentielle qui va se tenir dans quelques semaines, oublient que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nos campagnes de santé gratuite, nous sommes à la 4e édition. En ce qui concerne l'élite, ou c'est pas moi, l'individu Manaou dans Malachi qui organise ces campagnes-là. D'autres sont à la 5e, 10e édition. Et donc, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est juste un élan, j'allais dire, de cœur, un élan de solidarité. Et lorsque nous parlons de bout en bout, ou alors à des moments du chef de l'État, le chef de l'État, ça veut dire le chef de toutes les institutions. Ce n'est pas du président de la République qu'il s'agit. Et là, nous sommes à l'élection présidentielle, mais le chef de l'État est une institution qui couvre tout cela. Et donc, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, que ce soit le judiciaire, c'est le chef de l'État. Il faut comprendre cela ainsi. Et donc, je crois que c'est important que nous fassions à chaque fois. Est-ce qu'en cette année, ce n'est pas un peu trop politisé? Parce qu'on voit quand même lors de ces rencontres-là, les militants donnent de la voix. Il y a des discours adéquats et bien orientés qui sont prononcés. Comment allez-vous, c'est-à-dire si vous allez dans un stade de football, allez-vous différencier ceux qui sont venus pour voir le foot, ceux qui sont venus pour rencontrer X ou Y, ou ceux qui sont venus se faire voir? Comment allez-vous faire le tri? Non. Nous avons un objectif et nous sommes focalisés sur l'objectif qui est la santé. Maintenant, c'est comme un marché. Chacun vient vendre ce qu'il a le mieux. Donc, je ne vais pas me mettre à dire, je vous exclus parce que vous ne devrez pas être là. Mais tout ce que nous faisons, nous disons, c'est que nous venons pour des questions de santé. Et vous allez voir, dans la plupart des cas, tout ce qui arrive là, ce n'est pas simplement ceux qui sont du parti au pouvoir ou de quelque chose. Et on n'a jamais demandé à quelqu'un sa carte d'électeur ou sa carte politique ou son appartenance politique pour pouvoir le soigner. Nous soignons tout le monde. Donc, il ne faut pas toujours voir en cela parce qu'on est un peu embarrassé lorsqu'on voit le ministre Manaouda Malachi, porteur d'un mouvement de soutien au président Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, Paul Biya jusqu'à la gare, et qu'il arrive dans une contrée avec des dons de médicaments, avec des dons d'ambulance, et ainsi de suite. À ces moments précis, ça devient difficile de dissocier les deux. Mais je voudrais que vous compreniez une chose. Lorsque je vais véritablement, et ça arrivera parce que nous sommes à quelques encablures, n'est-ce pas, de la campagne électorale, à ce moment-là, mes déplacements seront des déplacements politiques. Et je vais arborer, n'est-ce pas, ma casquette de promoteur du mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Je vais le faire. Mais lorsque vous me voyez entrer dans ces
campagne de santé gratuite, je suis habillé comme vous et moi. Et donc, je voudrais qu'on fasse la différence, Claire. Maintenant, je le dis encore une fois de plus, ceux qui viennent vendre ce qu'ils ont ou ce qu'ils recherchent, je ne peux pas leur interdire. C'est de bonne guerre. Mais pour nous, lorsque nous faisons ces campagnes santé, nous le faisons pour le bien des populations et nous faisons, et je le dis encore une fois de plus, en fonction des indicateurs de santé. C'est pour ça que nous le faisons. Maintenant, si je vois des chefs traditionnels, je vais les saluer. Je vois ceux qui viennent pour le mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Mon cœur bat un peu pour eux, je vais les saluer. Je vais voir ceux du SDF, je vais saluer. Du MRC, je vais saluer. Je salue tout le monde. D'accord. Alors, on va reparler politique vers la fin de ce programme. Revenons à la santé, notamment à la couverture santé universelle. Je vais lire une définition que j'ai essayé d'avoir en résumé. Ouais. La couverture santé universelle est un principe visant à garantir que chacun, où qu'il soit, puisse accéder à des services de santé de qualité dont il a besoin, sans être exposé à des difficultés financières. Elle couvre les services de santé essentiels, la protection financière et un élément clé des objectifs de développement durable. Je retiens quelques éléments clés également. Garantir que chacun, où qu'il soit, puisse accéder à des services de santé de qualité dont il a besoin sans être exposé à des difficultés financières. Depuis 2023, le mois d'avril, nous avons ouvert les pages de la phase 1, ou de la première phase de la couverture santé universelle. Est-ce qu'on répond déjà à cette définition? Nous avons commencé à répondre à la définition. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons densifié la carte sanitaire. Ça veut dire que, où qu'il soit, nous venons vers la personne. Maintenant, nous avons parlé tout à l'heure des spécialités, nous avons parlé d'un certain nombre de pathologies. Nous y sommes. Et donc, nous commençons déjà à répondre à cette définition. La seule chose qui nous manque aujourd'hui pour que nous puissions être dans cette définition, c'est que nous n'avons pas encore un panier de soins densifié et qui puisse concerner tout le monde. Voilà un peu ce qui se passe. Mais dans ce panier de soins que nous implémentons aujourd'hui, nous avons des soins préventifs, nous avons des soins promotionnels tels que vous affichez sur vos écrans, qui concernent tout le monde. Nous avons, par exemple, le volet chèque santé qui se retrouve aujourd'hui déjà dans 7 régions sur 10. Et dans les jours qui suivent, nous allons rentrer, n'est-ce pas, dans le littoral rural, dans le centre rural et dans l'ouest rural. Donc, nous serons présents schématiquement sur les 10 régions avec le chèque santé. Vous avez des choses comme l'insuffisance rénale avec les dialyses, les sessions de dialyse qui concernent tout le monde sur l'ensemble du territoire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je crois que sans répondre entièrement à cette définition, nous y sommes déjà. Et n'oublions pas que la couverture santé universelle, au final, c'est un état et non simplement quelque chose qui commence. Alors, vous avez affiché, on a affiché avec la réalisation un tableau tout à l'heure, volet préventif et promotionnel, 4 983 469 personnes préenrôlées. Et ça évolue, hein, parce que ça c'était à un moment. Donc aujourd'hui, si nous prenons les chiffres d'aujourd'hui, nous sommes dans les 5 500 à peu près. De personnes préenrôlées. Oui. Plus de 4 millions également de personnes enrôlées, soit 96% de l'atteinte de l'objectif fixé pour l'échéance de décembre 2025. Enrôlés, pré-enrôlés, les Camerounais veulent se retrouver. Lorsqu'on est pré-enrôlé, ça veut dire quoi? On a droit à quoi? On a accès à quoi? Alors, les 5 500 000 qui sont pré-enrôlés, ça veut dire qu'ils sont allés se faire établir une carte, n'est-ce pas, de la couverture santé universelle. Ils sont même souvent, dans la plupart du temps, détenteurs de leur carte, mais ils ne l'ont pas validée dans le cadre d'un service. C'est-à-dire que vous n'êtes pas allé à l'hôpital, vous n'avez pas tendu votre carte pour qu'on vous prenne en charge, c'est pas moi, pour le palu ou pour quelque chose. Vous n'êtes que pré-enrôlé. Maintenant, lorsque vous êtes enrôlé, ça veut dire que vous avez fait valoir votre carte dans le cadre de la CSU. Mais toujours est-il que ce sont des potentiels. Donc, si aujourd'hui nous voyons les 5 500, ce sont les potentiels bénéficiaires de la CSU. Vous avez 1 899 345 enfants
des 0 à 11 mois qui ont reçu la vitamine A. Vous avez également une autre catégorie de plus d'1,5 million de 12 à 59 mois qui ont reçu également la vitamine A. Les autres ont reçu les doses de mébendazole, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour les Camerounais, lorsqu'on leur dit vitamine A, ils ont l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Qu'ils aient reçu ces doses de vitamine A, ça change quoi dans le suivi médical de ces gens? Mais c'est comme si vous demandez à quelqu'un, chez lui, il n'a pas mangé, et que ça ne change rien. C'est des besoins qui sont identifiés. Et ici, nous disons encore que nous sommes dans le cadre des soins préventifs et promotionnels. Nous voulons éviter que les gens tombent malades. C'est comme des soins nutritionnels, où vous avez des malnutris, et à qui il faut donner des supplémentations en vitamines, il faut donner un certain nombre de choses pour remonter leur immunité, remonter leur état, et qu'ils ne puissent pas aller à un niveau chronique où ils tombent malades, gravement. Et donc, c'est ça, en fait. Quand nous donnons, nous avons tous été à l'école primaire, on nous distribuait les mectisans pour pouvoir prévenir un certain nombre de maladies. On nous les distribuait à l'école. Pourquoi est-ce que nous ne pensons pas à cela? Donc, moi, je pense que nous sommes là totalement dans le cadre des soins préventifs et des soins promotionnels, sur lesquels il faut d'ailleurs mettre beaucoup d'accent maintenant, parce que nous ne voulons pas que les gens tombent malades. Justement, parce il faut prévenir. On a reçu un candidat à l'élection présidentielle qui posait justement la question. Vous construisez les hôpitaux, c'est indéniable. Il y a des campagnes de soins, c'est indéniable également. Mais il pense que plus vous construisez des hôpitaux, ça veut dire que le système de santé, du moins le volet préventif, est défaillant. Mais ça me fait rire un peu, parce que vous avez, à un moment donné, on est porté à dire des choses sans toutefois s'asseoir et voir la pertinence de ce que nous voulons dire. Imaginons un seul instant, ok, nous avons mis un accent particulier sur la prévention, sur la promotion de la santé, nous n'avons pas d'hôpitaux. Et que survient des cas d'accidents, des cas de maladies, d'épidémies, la Covid qui arrive, nous les prenons en charge où? Est-ce que ceux qui posent ce genre de questions se sont interrogés sur cela? Est-ce qu'ils ont vu, lors de la Covid, certains pays développés qui estimaient avoir un système de santé performant et tout le reste, pleurer parce qu'ils avaient des corps un peu partout dehors dans les couloirs? Non, ce n'est pas le moment de le dire. L'hôpital ne veut pas dire que nous allons tout faire pour que les gens tombent malades, pour les prendre en charge. Au contraire. Nous voulons éviter qu'on mette la pression sur l'hôpital en tombant malade. Donc, nous mettrons, et nous continuerons d'ailleurs dans le cadre de la couverture santé universelle ou dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire, nous mettrons davantage, n'est-ce pas, de moyens pour faire la prévention, pour faire la promotion de la santé, éviter que les gens tombent malades. Mais il ne faut pas oublier que on n'est pas Dieu et on peut tomber malade. Et à ce moment-là, il faut bien qu'on soit pris en charge. Et c'est pour ça que nous allons continuer de l'autre côté aussi à relever les plateaux techniques, à rapprocher les formations sanitaires des populations pour que, au cas où il y a une maladie, au cas où il y a une épidémie, au cas où il y a quelque chose, que cela ne souffre pas de manque de l'hôpital. Et je précise encore une fois de plus, le Cameroun a une étendue assez, j'allais dire, phénoménale de frontières avec un certain nombre de pays. Et ceux-là sont en proie à des épidémies constamment. C'est vrai, nous faisons de la surveillance pour que ça ne traverse pas. Mais sauf que le virus, à un moment donné, ou une bactérie, ou c'est pas moi, une maladie, n'emprunte pas de visa. Et s'il rentre chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Donc, vous pouvez bien, vous, avoir un système robuste de prévention, de promotion de la santé, mais les autres vous amènent la maladie et vous êtes obligé de faire face à cette maladie. Donc, je crois qu'il faudrait, à toute proportion gardée, être lucide lorsque nous voulons faire des critiques à des moments. Il faut être lucide. C'est les mêmes qui vont vous dire en off que, bon, vraiment, venez construire une morgue chez moi. Est-ce qu'ils voudraient que tout le monde meure dans sa circonscription? Donc, il faudrait qu'ils soient lucides quand même lorsqu'ils veulent parler de cela. D'accord. Le panier donc de soins, celui qu'on a aujourd'hui, il a quoi dedans? Il peut aider qui, ce panier? D'abord, premièrement, il faut dire que ça aide tout le monde. Parce que soins préventifs, soins promotionnels, comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde.
Donc, tout le monde est censé aller se faire établir sa carte de la couverture santé universelle. Deuxièmement, vous avez, je l'ai cité tout à l'heure, les hémodialysés, ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Tous ceux qui souffrent d'insuffisance rénale peuvent, avec un minimum de 15 000 francs qui est un ticket d'entrée, avoir une carte et se faire des séances de dialyse sur l'ensemble de l'année, ce qui ne se faisait pas avant. Parce qu'avant, vous payez par séance. 5 000 par séance, et vous devez faire 2 à 3 séances la semaine. Et donc, ça faisait qu'il y avait ceux qui n'avaient plus la possibilité de payer leurs séances, qui rentraient chez eux et attendent pour mourir. Aujourd'hui, le président de la République, à travers cette phase 1, permet à tout le monde, avec 15 000 francs de ticket d'entrée, de faire sa séance de dialyse tout au long de l'année. Vous avez le paludisme pour les enfants de 0 à 5 ans, assorti d'une consultation gratuite. Vous vous souvenez, il y avait certains de nos parents qui, à un moment donné, l'enfant chauffe, mais vous dites, j'ai pas 600 francs pour amener mon enfant à l'hôpital en consultation, tout au moins. Et là, on leur donne la possibilité de faire consulter gratuitement leurs enfants. Et s'il est établi que l'enfant a le paludisme, on soigne l'enfant, que ce soit le paludisme grave ou le paludisme simple, on le soigne gratuitement. Mais les grands bénéficiaires d'ailleurs de cette phase 1, ce sont les femmes enceintes. Oui. Avec les nouveau-nés, parce que le chèque santé que nous allons lancer dans le littoral rural et dans d'autres, c'est que vous payez un chèque de 6 000 francs. C'est-à-dire vous-même, étant ici à Yaoundé, vous pouvez payer ce chèque et envoyer à votre mère, à votre, c'est pas moi, à votre petite sœur. Et quand il est détenteur, elle est détentrice de ce chèque de 6 000 francs, elle va faire ses consultations prénatales. Lorsqu'on a besoin d'une échographie, on lui fait cette échographie. Lorsqu'on a besoin aussi, on lui fait tout ce qu'on doit faire dans les 6 000 francs. Et lorsque vient le moment d'accoucher, elle va à l'hôpital pour accoucher avec son chèque de 6 000 francs. Et si arrivé à l'hôpital, il y a une complication, il faut aller faire une césarienne ou alors la référer dans un autre hôpital avec un plateau beaucoup plus dense, nous allons toujours le faire dans les 6 000 francs jusqu'à ce que la maman ait son nouveau-né. Et que si le nouveau-né à 42 jours, jusqu'à 42 jours tombe malade, on ramène simplement ce nouveau-né à l'hôpital, dans les 6 000 francs, il est soigné et il est remis à sa mère. Donc voilà à peu près. D'accord. Et sur cet aspect, il y a quand même quelques chiffres actualisés. Oui. 1 130 551 consultations prénatales réalisées jusqu'à l'accouchement en déboursant uniquement 6 000 francs que vous avez évoqué tout à l'heure. 370 244 femmes enceintes ont bénéficié de leur CPN 1. 314 129 de la CPN 2, 255 416 de la CPN 3 et 190 762 de la CPN 4. Il faut ajouter également qu'il y a 309 500 accouchements déjà réalisés, 12 754 césariennes réalisées chez les femmes ayant payé uniquement 6 000 francs CFA. Ce chèque santé est déjà national? Oui, bien entendu. C'est pour ça que je dis, nous allons rentrer avec le chèque santé dans le littoral rural, dans le centre rural et dans l'ouest rural. Et là, nous serons sur les 10 régions. Aujourd'hui, nous sommes entièrement sur les 7 régions. Avec ceux qui appelaient à ce que le suivi de la femme enceinte soit totalement gratuit, vous dites que non, ce n'est pas totalement gratuit. C'est gratuit à 6 000 francs. À 6 000 francs. C'est gratuit à 6 000 francs. C'est gratuit à 6 000 francs. Parce que si vous prenez... Moi, j'ai été dans le sud dernièrement, il y a une dame qui avait une grossesse gémellaire qui a fait un accouchement dans les 6 000. En d'autres termes, si c'était dans un régime normal, elle serait dans les 400 500 000 francs à débourser. Mais là, nous sommes à 6 000 francs. Donc, je pense que votre formule n'est pas mauvaise. C'est gratuit à 6 000 francs. Alors, on a franchi la première demi-heure de notre entretien. On va prendre quelques questions des téléspectateurs.
Alors, le plus 33, c'est la France. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir Monsieur le ministre. Je vous énumère ici les différents manquements de cette belle initiative. Il parle d'enrôlement incomplet. Vous pouvez réagir. Hein. C'est enrôlement incomplet des bénéficiaires, lenteur administrative dans la distribution des cartes. C'est noté ça? Ah ben moi je sais pas comment est-ce que les gens peuvent le dire, parce que aujourd'hui tout le monde sait que lorsque vous vous enrôlez, vous savez à quel moment vous allez prendre, à quel niveau vous allez prendre votre carte. Et même deux fois nous anticipons, parce que au moment de l'enrôlement on vous donne un ticket. Nous renvoyons des gens pour pouvoir le faire. Et je précise qu'il ne s'agit pas simplement des cartes de la CSU. Aujourd'hui, nous avons le même phénomène pour les cartes d'identité, pour les cartes d'électeurs. Il y a beaucoup qui s'inscrivent, mais ne viennent pas pour récupérer leur carte. D'accord. On ne peut rien. Mais on fera le maximum pour pouvoir... D'accord. Il parle également de manque d'information et sensibilisation insuffisante. Insuffisance des fonds mobilisés, je ne sais pas trop, retard dans le décaissement des financements, risque de corruption de la mauvaise gestion, sous-équipement des hôpitaux. Ça, on devrait réagir là-dessus. Vos hôpitaux sont sous-équipés? D'abord sur les fonds. Je vous précise qu'il envoie son message depuis la France. Oui, voilà. D'abord les fonds, parce qu'en réalité, effectivement, il a raison sur les problèmes de décaissement et de remboursement des soins. Mais ce qu'il faudra dire ici, c'est que, et ce qui est bien, parce que j'ai entendu corruption quelque part, la plus-value de la CSU, c'est que l'argent ne circule pas. C'est-à-dire que vous avez un tiers payant. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous êtes sage-femme, vous faites votre travail et vous envoyez la note à quelqu'un. La personne va envoyer à un contrôleur, le contrôleur va donner à un tiers payant qui va venir payer la prestation à l'hôpital. Donc, en réalité, c'est qu'on dit, si vous prenez simplement les accouchements sous chèque santé, c'est qu'on dit avant, ou donne-moi d'abord tant, je fais si, ça n'existe plus en réalité. Donc c'est ça la plus-value. Et donc, en termes de corruption, nous réduisons plutôt la corruption et la circulation de l'argent. Mais maintenant, en termes d'équipement des hôpitaux, je tiens à dire, effectivement, si nous rentrons dans certaines considérations, c'est-à-dire le centre de santé intégré de tel village ou tel autre village, le CMA, oui, il peut y avoir un problème d'équipement, mais nous sommes en train, n'est-ce pas, de travailler à cela parce que nous sommes conscients de ce qu'il peut y avoir des manquements à ce niveau. Mais ce que je voudrais également dire, c'est que notre système de santé est sous forme pyramidale. Nous n'avons pas vocation à avoir les mêmes plateaux techniques dans les villages et à l'hôpital de référence de telle ou telle autre chose. Tout naturellement. Tout naturellement, il faudrait avoir un système d'escalier. Vous allez dans un centre de santé, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous avez un paquet minimum, un paquet complémentaire que vous faites, mais vous devez passer au stade supérieur pour avoir mieux, et ainsi de suite jusqu'à la formation sanitaire de référence. Et donc, nous sommes en train de nous battre. Je pense que le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour ces 7 dernières années, a tout fait pour que au moins les hôpitaux de référence ne manquent de rien. Donc quand vous allez dans ces formations sanitaires, aujourd'hui, je crois qu'on est complet. D'ailleurs, on est à l'avant-garde, n'est-ce pas, à la pointe de la technologie. Maintenant, nous descendons et au ministère de la Santé, l'objectif sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est la viabilisation des districts de santé. C'est-à-dire, les soins de santé primaire, les soins de santé communautaire doivent se faire à ce niveau-là pour pouvoir soutenir notre système de santé. Et donc, c'est ça qui constitue aujourd'hui notre plus grande préoccupation au niveau du ministère. Alors, on lit quelques points qu'il considère comme des faiblesses. Sous-équipement d'esprit, vous avez répondu. Rupture de stock des médicaments et de consommables. Vous avez parlé de la nouvelle organisation qui va permettre de régler ce Mais problème. On a même de moins en moins, parce que avant cela, il n'y avait pas des traceurs, il n'y avait pas un suivi rigoureux, n'est-ce pas, de la distribution de ces intrants. Et donc, aujourd'hui, nous avons de moins en moins de rupture de stock. D'accord. Manque de personnel médical qualifié, qualité de soins inégale selon les régions, fraude ou double enrôlement. C'est possible ça? Qu'est-ce qu'on en fait si on a c'est pas doublement enrôlé. Qu'est-ce qu'on fait avec deux cartes?
Alors, mauvaise utilisation des soins par les bénéficiaires, ça il faut sensibiliser. Ouais. Méfiance et réticence de certaines populations, ça ne concerne pas que le ministre, il a dit tout à l'heure. Mauvaise coordination entre l'État, les collectivités et les bailleurs. Dépendance excessive au financement extérieur. C'est Tony de Monaco, créateur d'Avenir, qui envoie ce message. Alors, sur la dépendance, je voulais vous lui dire que nous avons lancé cette phase 1 de la couverture santé universelle le 12 avril, comme vous avez rappelé tout à l'heure, 2023, avec un financement à majorité domestique. Et nous continuons d'ailleurs dans ce genre de financement parce que nous voulons dépendre moins de l'extérieur en ce qui concerne cette couverture santé universelle. Et donc, je crois qu'il a pris le mauvais exemple. D'accord, pour résumer tout cela, Zambo Ernest qui demande qu'est-ce que vous pensez, monsieur le ministre, de la couverture santé universelle. Il nous ramène un peu à la question d'entrée, mythe ou réalité? Mais puisque je vous ai dit tantôt, et d'ailleurs, ça c'est le travail que vous devez faire, vous, les chaînes de télévision et de radio, nous avons réalisé des capsules qui en réalité, on avait une soixantaine, je pense, de capsules qui retraçaient le ressenti des populations. Pas ce qu'on est allé monter pour parler, non. C'est-à-dire on a envoyé des gens comme ça, poser des questions à des populations un peu partout sur l'ensemble du territoire, et ils ont dit quel était leur ressenti. Je vais peut-être vous en donner un extrait, parce que j'étais en visite de travail dans le sud-ouest, et il y a un monsieur très bien âgé, qui avait d'ailleurs du mal à marcher. Il a tenu à ce que je vienne. Il a dit, je vais parler au ministre, On est venu me dire, je suis allé vers lui, là où il était assis. Et il m'a dit, ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de la couverture santé universelle, notamment pour les dialysés, c'est un miracle. C'est ce mot, c'est le mot qu'il a utilisé. Allez dire au président qu'il vient de réaliser là un miracle. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on devrait avoir non seulement ce taux-là, mais la qualité qu'on a aujourd'hui et l'absence totale des ruptures d'intrants. Il a dit c'est un miracle. Donc maintenant, si nous, on peut s'asseoir derrière nos écrans, ou alors on peut s'asseoir sur un plateau comme ça et on dit c'est un mythe ou en réalité. Avec le clavier en main. Voilà, allons donc poser la question à ce monsieur si c'est mythe ou réalité et on verra sa réaction. Mais vous risquerez de ne pas revenir avec vos deux yeux. Alors, monsieur le ministre, que fait-on lorsqu'une femme enceinte qui obtient le chèque santé, mais à qui on demande de payer des frais de certains examens lors de ses visites prénatales? Nicoline depuis Darlé. On dénonce. On dénonce simplement. Il y a un mécanisme, et d'ailleurs un numéro 1506 pour les dénonciations, il y a un mécanisme de dénonciation. Où vous demandez à voir le responsable de la formation sanitaire, vous allez faire le chef de district ou le délégué régional, dénoncer de toutes les manières. Alors, on nous dit que certains centres de santé intégrés dans de nombreuses localités tombent en désuétude, sans médicaments et parfois même sans accès pour transporter les malades d'une zone rurale à une autre. C'est le cas chez moi à Fanungong, je ne sais pas où c'est, où il dit que là-bas, peut-être que le centre de santé intégré est tombé en désuétude. Les malades en souffrent. Oui, ça c'est clair. Nous avons ce problème dans la plupart de certaines localités les plus reculées. Nous avons tout à l'heure évoqué un problème de ressources humaines. Il vous souvient qu'on a un gap d'environ 55 000 à 60 000 personnels aujourd'hui pour faire fonctionner minimalement et normalement nos formations sanitaires. On ne les a pas. Ajouter à cela, et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai relevé, la plupart de nos personnels veulent travailler à Douala, ils veulent travailler à Yaoundé, ils ne veulent pas aller. Et donc, lorsque vous envoyez quelqu'un dans un centre à Fanagnon, quelque chose comme ça, voilà, vous l'envoyez là-bas, soit il va prendre service et puis il disparaît, soit il ne va même pas. Et c'est pour ça que je continue à sensibiliser nos collaborateurs sur le terrain et d'ailleurs à sensibiliser également les autorités administratives qui sont en charge de la gestion des personnels de l'État dans ces localités. Il faut bien que nous soyons à un moment donné informés. Parce que lorsque nous faisons, n'est-ce pas, des affectations, nous envoyons les personnels dans tel ou tel endroit, mais il faut bien que quelqu'un nous dise que la personne n'y est pas. Parce que chez nous, sur notre tableau de bord, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler là-bas. Et voilà la difficulté. L'information n'est pas remontée. L'information n'est pas remontée. Et deux fois, avec la complicité d'un certain nombre de personnes. Et donc,
Nous il y a restons... certains chefs d'unité, notamment les sous-préfets, qui attribuent parfois les notes fantaisistes, qui couvrent certains personnels absents. Donc, nous avons cette difficulté et de plus en plus, quand même, nous déployons des missions sur le terrain pour discuter, pouvoir établir ces absences irrégulières. Je rappelle aussi simplement que selon les statuts de la fonction publique, 30 jours consécutifs d'absence à son poste vaut révocation. Il faut bien que les gens le sachent. 30 jours consécutifs, on ne parle pas de mois. Parce qu'ailleurs, on a même des gens qui ont disparu pendant 6 mois, 3 mois. Ici, le statut nous dit 30 jours consécutifs, c'est une révocation. Donc, il faut que certains qui se prêtent à ce jeu-là sachent exactement ce à quoi ils peuvent s'attendre. Voici une question qui va nous permettre justement de parler de ce qui vous a caractérisé quand vous êtes arrivé à la tête de ce ministère. Vous avez lancé l'humanisation des soins. Bonsoir Jean-Jacques, bonne émission. Monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, pourquoi les patients ne sont pas pris en temps réel en charge dans les hôpitaux avant de voir les factures bien après? Ils sont abandonnés par des soignants. Emmanuel Boyogeno depuis Douala. Vous disiez dans cette vision qu'il n'était plus acceptable qu'on demande de l'argent avant la prise en charge en termes de soins. Oui, je continue d'ailleurs de le dire. Mais si nous voulons être complets sur la question, disons qu'on a évolué d'un point A à un point B sur l'accueil, n'est-ce pas, dans les formations sanitaires. Parce que lorsque nous arrivions en 2019, ce n'était pas comme ce que nous voyons aujourd'hui. Et entre-temps, nous avons également pris des instruments juridiques qui donnaient instruction, n'est-ce pas, aux formations sanitaires de lever toutes les urgences vitales avant de demander un carnet ou c'est pas moi, le nom même du patient. Parce que la vie n'a pas un prix. Ça, c'est constant en termes d'instruction. Maintenant, je suis d'accord avec vous que cela persiste, mais ça peut s'expliquer à certains endroits. Deux fois, ils ne sont pas vite pris en charge, pas parce qu'on demande de l'argent, c'est parce qu'il y a une affluence. Et on a une impossibilité de prendre tout le monde en charge tout de suite. Et donc, ça, c'est possible que cela se... Maintenant, il y a effectivement une portion de personnes qui vont peut-être vous dire, bon, il faut d'abord, mais ça, nous luttons contre cela et nous continuerons donc, dans le cadre de nos descentes sur le terrain, de nos visites inopinées, nous continuons à lutter contre cela. Mais il faut quand même reconnaître que nous avons fait du chemin, nous avons évolué sur la question, nous avons progressé sur la question de l'accueil, sur la question de la communication, du renseignement au niveau des formations sanitaires. Alors, question d'un acteur politique. Il y a de l'argent qui entre dans les hôpitaux au quotidien. Oui. Et cet acteur politique, qui est en même temps député à l'Assemblée nationale, indique qu'il n'a jamais vu une ligne dans le budget du ministère de la Santé, là où il est mentionné revenus issus des entrées dans les hôpitaux. Et il se demande où va cet argent, monsieur le ministre. Alors, j'allais dire que peut-être que cet acteur n'a pas beaucoup, ne s'est pas beaucoup documenté sur ce que nous appelons les recettes affectées. Parce que j'ai envie de dire deux choses. Première chose, ça existe bel et bien dans le budget du ministère de la Santé, sous la rubrique recettes affectées. Recettes non fiscales, recettes affectées. Mais il faut se dire que les recettes des hôpitaux dérogent à la normalité, à la normalité du budget. Parce que ce sont des recettes qui sont affectées directement à quelque chose, à une dépense particulière. Et ça ne devient recette que lorsque c'est dépensé par l'hôpital. Pourquoi on le fait ainsi? C'est pour éviter que l'hôpital ne s'arrête à un moment donné parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas cela. C'est pour éviter que si vous, je ne vous le souhaite pas, vous entrez dans une formation sanitaire en réanimation, qu'on dise comme... Prenez un autre exemple, pas la réanimation. À supposer qu'on dise qu'on a manqué d'oxygène parce qu'on n'a pas pu acheter l'oxygène. D'accord. Donc, ce sont des recettes qui sont affectées à des dépenses particulières pour le fonctionnement et pour éviter toute sorte de retard et tout le reste. Mais ce sont des lignes qui existent bel et bien sur notre budget.
Donc l'argent est traçable. L'argent est traçable. Nous faisons régulièrement des contrôles, des audits dans les formations sanitaires pour savoir où va cet argent. Donc l'argent est traçable. Mais ce ne sont pas des montants harmonisés. Chaque hôpital est libre d'appliquer sa politique. Je ne sais pas ce que vous appelez montant harmonisé. Les mais consultations je viens de vous ne dire sont pas le même. non, ça, il y a un texte qui régit cela. Il y a un texte qui régit cela pour les hôpitaux publics. Maintenant, les cliniques privées font comme ils peuvent le faire. Nous constatons à des moments, nous frappons un peu, mais ça, ce sont les cliniques privées. Mais pour les formations sanitaires publiques, il y a des textes qui régissent. On sait qu'en termes de consultation simple, c'est ça. En termes de consultation d'un spécialiste, c'est cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons initié au ministère de la Santé publique une loi sur la réforme hospitalière qui vise, non seulement dans le cadre de la couverture santé universelle, à motiver davantage le personnel de santé, à motiver davantage un certain nombre, mais à relever un tout petit peu, parce que ce sont des textes de 86. Donc, nous avons fait entre-temps du chemin, et donc il est important quand même que la consultation ne reste pas à 600 francs, sinon le pouvoir d'achat ayant un peu augmenté, le niveau de vie a augmenté, nous ne sommes plus en 86, donc si on est encore à 600 francs, c'est difficile pour l'hôpital de fonctionner. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous établissons un certain nombre de passerelles pour que ceux qui peuvent aller un peu plus puissent aider ceux qui n'arrivent pas à cela. Donc, je crois que c'est important que nous puissions... Alors, si on fait un schéma, oui. L'argent qui entre, par exemple, à l'hôpital de Biémassi est géré par l'hôpital de Biémassi pour répondre aux problèmes de l'hôpital de Biémassi. En termes de spécialité, oui. L'hôpital qui rentre, enfin, l'agent qui rentre à l'hôpital général de Yaoundé ne sortira jamais de l'hôpital général de Yaoundé. C'est géré pour le fonctionnement. Il n'y a pas d'unicité de caisse, il n'y a pas d'universalité de la dépense à ce niveau-là. C'est géré, ça déroge à tous ces principes de gestion budgétaire parce que c'est une dépense qui est affectée à quelque chose de particulier. Et je l'ai dit ici, c'est pour éviter du retard dans l'exécution. Et d'ailleurs, le principe des recettes affectées dit que la dépense ne devient dépense de l'hôpital que lorsque... non, la recette ne devient recette de l'hôpital que lorsqu'elle elle a été dépensée. Donc, en réalité, on ne peut pas établir au départ la recette, mais on l'établit en fonction des dépenses qu'on a pu avoir. Donc, voilà à peu près ce qu'il faudra penser et dire à notre honorable député que pourrait encore davantage relire simplement dans les lignes, n'est-ce pas, les comptes rendus ou les budgets du ministère, il pourra mieux s'en sortir en fait. Alors on va aller à Kribi, il y a des questions pressantes qui viennent de ce côté-là. Bonsoir Monsieur le Ministre. Ma question est de savoir où est passé l'enrôlement de la campagne santé universelle. Ça fait 2 ans que je me suis enrôlé en ligne. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas de suite. Je continue à payer les grosses sommes Taylor depuis Kribi. Enrôlé en ligne et qui ne sait plus où est-ce que son dossier est passé. Il continue comme un patient ordinaire à payer d'énormes sommes à Kribi. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et donc, je lui demanderai simplement de se rapprocher de n'importe quel centre d'enrôlement ou d'un hôpital ou simplement de chef de district. Parce que quand on s'enrôle en ligne, il y a un ticket, il y a un numéro qu'on nous donne. Et à partir du numéro et du lieu, on peut aller récupérer sa carte. Donc, c'est une situation qui n'est pas tout à fait claire. Donc, il pourrait simplement aller quelque part dans un centre d'enrôlement ou à l'hôpital ou chez le chef de district de santé pour qu'on clarifie la situation. Alors, l'autre question qui vient de Kribi, à quand un hôpital de référence à Kribi? Nous y travaillons en réalité. Ouais. Nous y travaillons. Nous avons un projet de la construction d'un hôpital de référence à Kribi. Les dossiers ont été apprêtés. Les financements sont en cours de mobilisation et je crois que ça viendra. Ça viendra parce que nous sommes conscients de ce que Kribi est en train de prendre, n'est-ce pas, de l'envergure. L'activité économique va s'y développer. Et donc, le premier pas démographique. Voilà, le premier pas que nous avons fait, c'est déjà de transformer l'hôpital de district de Kribi
un hôpital régional annexe. Ça a déjà été fait et c'est en train de fonctionner. Donc, la prochaine étape, c'est cet hôpital de référence que nous allons faire à Kribi. D'accord, la bonne nouvelle donc pour Kribi. Merci beaucoup, Son Excellence. Vous êtes l'un des meilleurs ministres de la Santé que je connaisse, après le docteur Olange Narona. Vous êtes très simple, sympathique, humble. Vous êtes un bon travailleur avec des visites inopinées dans les hôpitaux. Que Allah vous protège, ce genre de ministre comme vous. Nous en avons besoin. Emmanuel Boyogeno, depuis Douala, il n'a pas posé de questions. Il a laissé parler son cœur simplement. On va prendre une ou deux autres préoccupations avant de parler de politique. Alors, bonsoir à vous et bonsoir, Monsieur le ministre. J'aimerais savoir pourquoi certains centres de santé intégrés vivent dans des situations désagréables. Je crois que le ministre a répondu tout à l'heure. Il n'existe qu'un seul agent de l'État et les autres sont dans la situation précaire. Le personnel dans les centres de santé intégrés. Et d'ailleurs, sur cette question, pour être complet d'ailleurs sur la question, il faudrait dire que nous avons voulu, il y a cela déjà une dizaine d'années, que la communauté, à travers la commune, rentre dans l'hôpital. Et donc, normalement, aujourd'hui, la commune devrait pouvoir administrer, gérer les centres de santé intégrés, à travers les comités de gestion, à travers des investissements, parce que nous faisons régulièrement les transferts aux communes pour que cela se fasse. À un moment donné d'ailleurs, et ça ne fait que 2 ans que nous avons arrêté cela, nous transférons environ 6 milliards de francs CFA pour le recrutement de personnel dans les formations sanitaires à caractère, disons comme ça, rural. Malheureusement, lorsque nous envoyons cette dotation aux communes, on va retrouver, ils recrutaient leurs gardiens, ils recrutaient leurs chauffeurs, ils recrutaient quelqu'un qui allait tondre leur gazon à la maison. Et c'est pour ça que, et d'autres d'ailleurs, n'utilisaient même pas ces fonds-là. Ils laissaient tomber le fonds dans le clos. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit, c'était du gâchis. Et donc, on a arrêté cette dotation aux collectivités territoriales centralisées. Mais nous faisons, dans le cadre de la centralisation, chaque année, n'est-ce pas, des transferts. Jusqu'aujourd'hui, il y a des collectivités territoriales centralisées. Il y a certaines collectivités qui reçoivent de nous jusqu'à 901 milliards de francs CFA. D'accord. Bonsoir, Monsieur le ministre. Les remèdes coûtent trop cher dans notre centre de santé et l'infirmier n'est presque jamais là. On est obligé de partir de l'hôpital à l'hôpital d'Nkouma-Diap quand le centre est fermé. Pardon, pensez à nous, la population d'Elan, par Zoé Télé. Il dit, je vous salue, vous êtes le meilleur ministre. C'est un cas particulier. Je crois que les collaborateurs ont pris note. Bonsoir, Monsieur le ministre. Mon souci est sur les fonds mondiaux pour la période Covid. Qu'est-ce qui est devenu Boris de Kribi qui veut nous ramener à la gestion du Covid et des fonds de Covid. Vous savez que les Camerounais, cette question ne pouvait pas manquer. Je ne sais pas exactement quelle est la question qui est posée, mais je pense que tous les services de l'État se sont exécutés dans ce cadre-là pour voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé. Je devais simplement relever ici que lorsque nous avons été à l'Assemblée mondiale de la santé, parmi les pays qui ont le mieux géré la Covid était le Cameroun. Et le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a été mondialement félicité pour sa gestion de la Covid-19. Nous avons eu les moins de décès au Cameroun. Mais j'ai l'impression que c'était une évidence pour les autres. Et je le dis encore une fois de plus, chaque fois que je parle de cela, c'est avec beaucoup d'émotion. Ça me revient encore à l'esprit, ce premier ministre d'un pays développé qui est sorti de son bureau et s'est mis à genoux devant la cour du premier ministère de chez lui. Il s'est mis à genoux et a imploré la grâce divine parce qu'il ne savait plus quoi faire. Les morts se multipliaient et il ne savait plus comment faire. Nous n'avons pas été à ce niveau au Cameroun. Je me souviens encore du président d'une république sœur qui disait « Quoi qu'il nous en coûte, nous allons faire ». Je me souviens encore de ce président du plus grand pays, c'est pas moi au monde, qui avait dit « Débloquer tout ce qu'on peut faire ». Je me souviens encore des mallettes
qui se promenaient dans les avions pour racheter le matériel, les équipements. Mais notre président a pu avoir tout cela, a sauvé des vies. C'est ça que moi je retiens. Le reste... Et il n'a pas manqué de le témoigner dans l'un de ses discours. Voilà. Le reste, donc, je sais pas ce que je dois dire, mais tout ce que je sais, c'est que le Cameroun a été félicité. Le président de la République a été, ça dit, mondialement félicité pour sa gestion de la Covid. Et nous avons eu le moins de décès possible pendant cette Covid-là. Mais faisons attention. Nous ne sommes pas à l'abri d'une autre pandémie. Nous ne sommes pas à l'abri d'une épidémie. Donc ne lançons pas les pierres à ces soldats de la santé qui se sont sacrifiés pour que nous soyons là en ce moment. Parce que je dis bien sacrifiés. Il y a ceux qui ont attrapé le Covid parce qu'ils étaient en train de soigner, qui ont été exclus même de leur foyer, qui ont guéri et ils sont revenus encore lutter contre la Covid. Ça n'a pas de sens. Moi, quand je dis, je le dis encore avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vécu tout cela. Donc, pour moi, si je parle des soldats de la santé aujourd'hui, je parle de ceux qui nous ont aidés à combattre la Covid, je parle avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de retenue et de réserve parce qu'ils ont fait des choses qu'on n'a pas pu voir ailleurs. C'était des choses exceptionnelles. Et donc, vraiment, toute proportion gardée, regardons cette affaire-là comme ça. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Il y a des accompagnateurs psychosociaux qui vivent le calvaire dans les hôpitaux avec des mois sans salaire. Pourtant, c'est eux le maillon essentiel de la prise en charge des patients vivant, par exemple, avec le VIH-Sida au Cameroun. Vous êtes au courant de ce fait, Monsieur le Ministre? Pour le moment, non. Peut-être qu'il est en train d'évoquer l'arrêt de subvention des États-Unis pour un certain nombre de pans, n'est-ce pas, de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH notamment. Mais nous sommes en train de trouver des palliatifs parce qu'il y a un plan de mitigation qui a été soumis au gouvernement et financé d'ailleurs par ce gouvernement-là. Donc normalement, les choses devraient revenir à la normale. Mais pour revenir à ces arrêts de subvention, comment vous faites, vous les pays africains qui devaient subir cela avec dureté? Oui, la chance déjà que nous avons au Cameroun, c'est que 2 ou 3 mois avant l'arrêt de subvention, l'annonce de l'arrêt de subvention, nous avions engagé une réflexion pour pouvoir nous dire ces subventions peuvent s'arrêter à l'horizon 2028-2030. Qu'est-ce que nous allons faire? Et donc, on a commencé à élaborer un plan de durabilité qui était basé uniquement sur les ressources domestiques. Et donc, quand c'est arrivé, nous avons accéléré le mouvement. On a mis en place un plan de mitigation qu'on a soumis au gouvernement. Et le gouvernement a financé ce plan de mitigation. Et donc, pour le moment, tout se passe normalement, on n'a pas de soucis. D'accord. Information à noter également, Monsieur le Ministre, le centre de santé de Mengale sur la route Ebolo-Valdorp est fermé depuis 4 ans, sans infirmier, et le centre est abandonné dans la forêt. Que faire des villageois de ce côté-là, du côté de Lolodorf? Voilà, c'est noté à vous. Nous avons noté, et il faudrait bien que les maires de ces communautés-là, de ces localités, nous aident également à travailler dans ce sens-là. C'est important que les relais fonctionnent sur le terrain. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Moi, mon problème, c'est de savoir comment sera géré le problème d'intégration du personnel de santé. Nombreux sont formés et après restent sans emploi. Comment les aider? Ça nous amène à la question d'intégration, mais également à la question des recrutements annoncés par le chef de l'État. D'abord, ce que, d'une manière générale, il faut comprendre, c'est que lorsque nous formons, nous ne formons pas que pour les formations sanitaires publiques. Nous les formons également pour les formations sanitaires privées. Et Dieu seul sait que nous en donnons aujourd'hui en termes d'agrément à ces formations sanitaires. Et donc, il est bon pour nous, et nous avons insisté là-dessus, pour que ces formations sanitaires privées puissent, en recrutant un personnel, leur donner un statut et un salaire décent de manière à leur permettre de vivre comme si c'était dans le public. Donc, je crois que sur ce point, nous sommes d'accord. Maintenant, si nous revenons à la contractualisation du personnel annoncé par Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, où en est-on? Les choses sont en train d'évoluer. Nous avait demandé de faire authentifier les listes, c'est ce que nous avons fait. Et donc, il y a un comité qui est logé au secrétariat général de la primature qui s'en occupe
Et donc, tout ce que nous avons, c'est d'acheminer tous les éléments qui nous sont demandés à ce comité-là. Et donc, tout se passe à ce niveau-là. D'accord, monsieur le ministre, au niveau de l'hôpital d'arrondissement de Lommier, je pense que c'est le CMA de Lommier, dans le Oignon, il n'y a pas un plateau technique, les malades quittent Lommier pour aller à Berthois pour faire la radio. Même les malades diabétiques ont des problèmes pour leur suivi. Faites quelque chose pour les gens de Lommier. Nous avons noté. D'accord, ça c'est noté les messages. Hein. On aura l'occasion peut-être de jeter un autre coup d'œil avant la fin de ce programme. Monsieur le ministre, vous êtes donc porteur, pour parler un peu de politique, de ce mouvement Paul Biya jusqu'à la gare. Est-ce que vous avez besoin de ce mouvement, étant donné que le RDPC est déjà un outil qui puisse garantir justement ce séjour jusqu'à la gare du président Paul Biya? Pour une armée, tous les champs de ralliement sont nécessaires pour se donner courage, pour avancer, pour faire des choses. Tout est nécessaire. Je considère le RDPC comme une armée qui avance derrière son général, qui est le président de la République. Et donc, tous les champs de ralliement sont nécessaires. Il n'y a rien qui puisse être... Tant que ces champs sont complémentaires, dans la discipline et l'unité, nous avançons derrière le président de la République. Mais certains ont pensé qu'il s'agit là des mouvements de positionnement. Chacun va être le leader quelque part. C'est important que chacun puisse s'exprimer. Nous sommes en démocratie et d'ailleurs le président de la République l'a précisé. Et donc, ne refusons aucune réflexion aux personnes qui veulent bien le faire. Donc, nous allons avancer avec notre champ de ralliement, avec notre mouvement, derrière le président de la République. Les autres vont commencer à commenter, à faire des réflexions. C'est leur devoir, c'est leur droit. Pour moi, c'est simplement une manière à nous, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution, notre soutien à monsieur le président de la République. C'est un mouvement régional ou national finalement? Alors, je vous laisse apprécier. Ce mouvement a été lancé dans l'extrême nord, notamment à Mokolo. J'ai été à Garoboulaye, dans la région de l'Est. J'ai vu une marée des personnes avec Paul Biya jusqu'à la gare. J'ai été à Boya, à Limbé, c'est la même chose. J'ai été à Douala, c'est la même chose. J'ai été à Zoétélé, à Memesela, c'est la même chose. Garoua nous a servi cela, Meganga nous l'a servi. Et donc, la dernière en date, c'est Samelima qui a fait une marche de soutien, n'est-ce pas, sous la bannière de Paul Biya jusqu'à la gare au président de la République. Maintenant, est-ce que c'est national, est-ce que c'est régional? Vous pouvez donc établir, n'est-ce pas, l'étendue de ce mouvement. La dénomination nous fait croire, je crois, juste titre d'ailleurs, qu'il s'agit d'un mouvement des jeunes. Jusqu'à la gare, c'est une expression des milieux jeunes. Ces jeunes qui soutiennent un candidat de plus de 92 ans. Est-ce que ça ne sonne pas paradoxal? J'avais envie de vous poser la question, parce qu'en réalité, lorsque c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on pose cette question-là, est-ce que vous soutenez votre père? Dans son rôle de père, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que cela devrait être différemment? Mais chacun soutient. Pour un enfant, le père est la personne la plus placée, la mieux placée pour faire quoi que ce soit. Mais lorsqu'il est, lorsqu'il est fatigué, on relaie. Non, je dis jusqu'à présent, mon père est décédé, personnellement, mon père était pasteur, il est décédé à 120 ans. Mais à 120 ans, ma petite sœur qui me suit pensait toujours qu'il avait le père le plus fort, le plus intelligent, le plus de tout le monde. C'est la même chose. Nous avons notre père, notre patriarche, qui est le président de la République actuelle. Et nous voyons ce qu'il fait au quotidien pour nous maintenir dans la paix comme nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas... nous ne pouvons pas penser qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire mieux que lui. Et c'est pour ça que nous disons il faut continuer. Vous avez les 200 plus belles citations de Paul Biya. Oui. Si vous tournez la dernière page, et si vous lisez ce qui est en rouge, moi je ne l'ai pas, mais je vous le dis quand même, je vous l'indique de mémoire, vous allez trouver que c'est important de continuer avec lui. Aussi longtemps qu'un Camerounais ne mangera pas à sa faim, qu'il n'aura pas accès à l'éducation, qu'il ne recevra pas les soins de santé auxquels il a droit, notre tâche
ne sera pas terminée. La tâche n'est pas terminée parce que nous sommes sur la couverture santé universelle. Nous sommes en train d'avancer sur cette couverture santé universelle. Nous sommes en train de faire tous les réglages pour que les Camerounais aient droit à des soins de santé de qualité, mais ce n'est pas encore arrivé au bout. La tâche n'est pas terminée. Pourquoi voudrez-vous qu'on s'arrête dans le coup de route? Vous répondez à des leaders candidats comme Issa Chiroma Bakary qui estiment que le président Biya est fatigué, que c'est déplacé, ou ça ne pèse pas, c'est léger. Vous savez, j'ai un profond respect pour les aînés. Oui. Mais quand j'ai placé les candidats devant moi comme ça, il y a ce qui marche plus difficilement que le président de la République, Paul Biya. Mais il parle de l'âge de celui-là. Mais allez le couvrir avec la couverture santé Alors, universelle. Moi, j'ai été assis sur le même banc du gouvernement que ceux-là qui sont partis. J'ai bien envie de leur demander, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça, en mettre ensemble? Non, je pense qu'il faudra laisser des coups en deçà de la ceinture. Ça n'avance personne. Et surtout si on a été dans ce gouvernement-là, qu'on a posé des actes, mais qu'on n'est pas en mesure de témoigner d'un bilan, il vaut mieux s'abstenir de dire un certain nombre de choses. Parce que, vous savez, lorsque le président de la République constitue un gouvernement, vous êtes responsable d'un secteur. Et dans votre responsabilité, prenez des initiatives et rendez compte. Faites des choses. Allez avancer. Mais si vous n'avez pas été capable de le faire, vous pensez que c'est un montant d'un cran, que maintenant vous allez être inspiré du Saint-Esprit subitement pour pouvoir être celui-là qui va faire avancer le camp. Non. Non. Je crois que c'est important. C'est eux qui disent, par exemple, que l'extrême nord a été abandonné par l'élite, que ce qui se passe et se vit aujourd'hui est le résultat de cet abandon par l'élite de l'extrême nord, du grand nord de façon générale. Mais l'élite, c'est qui? J'ai bien envie de poser la question. Qui est l'élite? Est-ce que l'élite du Grand Nord, c'est le président de la République, c'est Paul Biya? Il est élite du Sud. Il n'est pas élite du Grand Nord. Donc si eux-mêmes, ils le disent, en fait, peut-être qu'ils n'ont pas très bien cerné la définition du mot élite. C'est vrai qu'ils se mettent. Mais l'élite, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, et y compris cela. Et chaque fois, je vais vous faire une confidence. J'ai été un jour dans un groupe. Et j'avais dans ce groupe WhatsApp des jeunes qui ont commencé à véritablement à tirer sur l'élite en question. Oh, on n'a pas fait ci, il n'y a pas fait telle chose. Je suis resté tranquille. Mais à un moment, quand c'était tellement virulent, ce que j'ai dit, j'ai dit dans ce groupe, nous sommes tous élites de ce département, de cette région. Mettons-nous tous à citer à exposer notre bilan, nos actions, ce que nous avons fait pour cette région. À ce moment-là, on verra qui a fait plus que l'autre. Ils ont tous disparu. Et à un moment donné, il y a un qui est venu en inbox pour me dire que grand frère, vous avez raison. Parce que quand on voit ce que vous avez fait vous-même, non, vraiment, vous avez raison. Si tout le monde avait fait comme ça. Mais c'est ça l'élite. Et je dis encore, je reviens encore au principe de la responsabilité. On vous nomme ministre de la santé publique. N'attendez pas que le président de la République vienne aller voir dans les hôpitaux. Vous dites que non, est-ce qu'à tel endroit, n'attendez pas cela. C'est de votre responsabilité. Sinon, il aurait exercé ses responsabilités lui-même. Mais il vous a responsabilité. À vous d'aller sur le terrain, de produire un bilan et de lui dire, monsieur le président de la République, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. J'avais telle difficulté, j'ai résolu comme ça. C'est de cela qu'il est question. Alors, lorsqu'on pose la question de bilan, justement, à vos anciens collègues du gouvernement, aujourd'hui candidats à l'élection présidentielle, ils disent qu'ils n'ont pas de bilan à faire. Le bilan, c'est celui qui les a nommés qui doit le faire. Ils n'ont pas de bilan à produire. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas membre du gouvernement et qu'on vous pose la question sur le bilan, qu'avez-vous fait, vous répondrez pareil. Quand ils le disent, c'est parce que ma conviction, ma foi chrétienne ne me permet pas. Sinon, j'allais vous dire que mais quand il pose la question à M. le Président de la République, mais lui aussi va dire que c'est à Dieu de faire le bilan, ce n'est pas à lui de faire le bilan. Puisque c'est Dieu qui l'a mis là. Mais c'est l'irresponsabilité simplement. C'est de l'irresponsabilité, je le dis. Moi-même, dans le cadre de la mission qu'on m'a confiée au ministère de la Santé publique, je demande à mes directeurs de faire le bilan de ce qu'ils ont fait.
Parce que je leur laisse une marge de manœuvre. Et il faut que chacun à son niveau puisse agir et me rendre compte de ce qu'ils ont fait. Alors si moi eux ils disent non vraiment monsieur le ministre c'est vous que nous avons nommé, vraiment on n'a pas de bilan à faire, c'est vous. Je vais également dire au président que bon je n'ai pas de bilan à faire, c'est lui. Mais le président va aussi dire que c'est Dieu qui m'a mis là, je n'ai pas de bilan à faire, c'est Dieu. Vous allez aller chez qui? Parce que Jésus lui-même, il va dire que c'est Dieu le Père. On va chez qui est-ce qu'on va aller? Il faut qu'on cesse de tromper les Camerounais. Il faut qu'on cesse de manipuler les Camerounais. Il faut que chacun puisse établir ses responsabilités dans ce qui nous arrive. Parce que chacun a eu un secteur pour gérer. Et pour la plupart, on a été attentistes. On a été, j'allais dire, dans l'inertie totale. Et puis après, on a dit le président n'a rien fait là-bas. Mais si le président n'a rien fait, qu'est-ce que nous avons fait? Au moins le bilan de ce que nous avons fait, on peut le présenter au public. On peut le présenter aux Camerounais pour dire, moi j'ai été nommé ministre de temps, voilà ce que j'ai fait. C'est ce que nous attendons simplement de ceux-là. Et qui n'attendent pas, si vous n'avez pas pu gérer votre cellule comme cela, vous n'attendez pas à avoir plus pour pouvoir mieux gérer cette fois-là, parce que l'Esprit Saint est partout. Il n'est pas que dans les grandes choses, il est dans les petites choses également. Donc sachons déjà gérer la petite cellule avant de pouvoir avancer plus loin. Sinon, on aura plus de difficultés plus loin que lorsqu'on est dans une cellule. Monsieur le ministre, vous êtes de l'extrême nord et en cette période de pré-campagne électorale, le discours ambiant dans les camps d'en face, c'est que l'extrême nord est la fille aînée du renouveau et également la fille lésée du renouveau. Vous avez la même vision? Non, pas du tout. Pas du tout. Peut-être, moi je vais être très clair sur la question. Peut-être l'extrême nord n'a pas reçu tout ce qu'il devait recevoir légitimement en termes de poids politique. Mais l'extrême nord a reçu toutes les attentions de M. le Président de la République. Si nous prenons simplement le côté sécuritaire, c'est que le président a mis à l'extrême nord pour que nous puissions aujourd'hui nous mouvoir d'un niveau à un autre. Mais c'est énorme. Et ces sacrifices continuent d'ailleurs. Ce que l'extrême nord a fait, ce que le président a fait dans le cadre des secteurs que je connais le mieux, comme la santé. Mais c'est énorme. On quittait Kousséri il y a cela 7-8 ans pour venir faire un scanner à Yaoundé ou à Douala avant de rentrer. Aujourd'hui, vous avez des scanners partout à l'extrême nord. Vous avez un centre hospitalier régional qui est un hôpital de référence à l'extrême nord. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on devrait pouvoir faire parce que les gens veulent manipuler en réalité. Mais ça ne peut pas passer cela. Mais l'extrême nord est fortement courtisé aujourd'hui par tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est normal puisque nous avons un poids politique. Oui. Nous avons un poids politique certain, n'est-ce pas? Quand on voit ce qu'on apporte, n'est-ce pas, sur le plan national, c'est normal que les gens... on va là où il y a le plus. Et donc, c'est normal que nous en recevons beaucoup. Mais nous savons être fidèles, nous savons être loyaux à nos convictions. Lorsque vous regardez les images des meetings organisés par les candidats de l'opposition dans le Grand Nord, est-ce que vous ne dites pas que le RDPC est menacé de perdre finalement le Nord? Alors, ce que je dis à quelqu'un, il y a cela 2 jours, c'est que je leur dis, mais écoutez, nous conseillons à nos amis, à nos frères, que si ces gens-là viennent pour vous donner à manger, allez manger. Ils vont même avoir l'impression qu'ils sont tous de rue. Voilà, manger beaucoup de gens, machin. Mais en réalité, le plus important, c'est ce qu'on va mettre dans l'urne, n'est-ce pas? Donc, vraiment, moi, je leur ai dit, si quelqu'un vient, il vous dit, bon, venez et tout, il vous donne à manger, c'est votre argent, mangez. Mais vous savez ce que vous allez faire le moment venu. Nous, on est serein à ce moment. On est serein. Nous savons que ça va être un peu dur, mais nous sommes habitués à cela. Et nous connaissons que la conviction de nos frères et sœurs. Nous savons que le langage que nous leur tenons, nous savons ce que nous avons déjà fait, parce qu'on n'a pas commencé à faire maintenant. La plupart de ceux-là qui arrivent et qui veulent montrer qu'ils ont mobilisé, c'est maintenant qu'ils le font. Nous, ça fait peut-être 7 ans que nous faisons la même chose aujourd'hui. Et donc, nous cheminons ensemble avec tout ce monde-là.
Ce n'est pas simplement pour la campagne et l'après-campagne que nous allons faire de la route ensemble. Nous cheminons déjà ensemble. Et nous savons déjà quelles sont nos difficultés, où est-ce que nous devons agir et tout. Nous savons parce que nous le faisons, nous construisions cela ensemble. Et c'est ça que nous demandons aux gens. Ce n'est pas simplement de venir le jour du marché pour offrir une poule, c'est pas moi, quelque chose comme ça. Non, il faut travailler avec tout le monde. Il faut être avec ces populations-là. Et nous sommes avec ces populations depuis longtemps. Nous continuerons seulement notre marche en faisant quelques réglages au passage. Mais nous sommes convaincus que nous arriverons... Vous n'êtes pas impressionné. Vous n'êtes pas impressionné par ces mouvements de foule? Non, pas du tout, parce que nous connaissons... populaire. Nous connaissons un peu les protagonistes, donc nous ne sommes pas du tout impressionnés. Mais je pense que c'est notre calme qui les impressionne en fait, notre sérénité qui les impressionne. Et des fois, ils se demandent, mais est-ce que ce que nous faisons là, on va arriver? Et quand je vois un certain nombre d'entre eux, c'est comme s'ils veulent revenir pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une chanson qui dit, je reviens vers toi, Seigneur. Donc peut-être qu'ils veulent faire, je reviens vers toi. Et vous allez répondre, rentrer à la maison et la maison est ouverte. Mais lorsque vous perdez, prodige, ouais. Lorsque le RDPC perd quand même des alliés de longue date et de poids, comme Issa Tiroma, Bello Bouba, il y a quand même des raisons un peu de s'inquiéter. Vous savez, c'est le jeu politique. Ceux qui se sont mis tout de suite à critiquer, c'est le jeu politique. C'est comme ça, c'est la scène politique. Ça rentre, ça sort. Au moment où tel est parti, il y a tel qui est arrivé. Je ne vous fais pas des dessins, mais il y a des gens qui étaient des irrédentistes aujourd'hui qui sont en train de défendre Paul Biya. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ce qui entre pour défendre Paul Biya et de parler simplement de ceux qui sortent? Et des fois, ils sont combien à sortir? Donc, je dis encore une fois de plus, on n'est pas impressionné du tout. Nous savons qu'on a du travail. Il faut que nous soyons sérieux. Il faut que nous continuions à travailler avec beaucoup de rigueur, mais on n'est pas du tout impressionné. On n'est pas du tout impressionné. D'accord, vous serez donc sur le terrain, la campagne électorale bientôt. On annonce entre-temps des méga-meetings également dans le Septentrion. Ouais. C'est en réponse aux meetings d'en face. Vous voulez également montrer que vous êtes fort sur le terrain? Non, c'est pas en réponse. Vous savez, le RDPC a une force tranquille qui évolue, pas au gré des humeurs, mais qui évolue de manière sereinement et sûrement. Et donc, le méga meeting qui va se tenir le 13 septembre prochain à Maroua, organisé par le chef de la délégation permanente régionale, le très honorable Kavaï Yégué. Je rappelle d'ailleurs que moi-même, je suis chargé de mission régionale. Donc, je sais de quoi nous sommes capables. C'est simplement pour rappeler à nos frères et sœurs, à nos militants, qu'il y a les choses sérieuses qui arriveront. Et donc, mettons-nous en ordre de bataille pour pouvoir y arriver. Donc c'est un peu comme si on sonnait un peu le tocsin pour dire, bon, vous êtes où? Est-ce que vous êtes là? Bientôt on va recevoir tel ou on va faire telle chose. Simplement comme l'arbre à palabre dans un village. Mais ce n'est pas une réponse à qui que ce soit. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci pour votre franchise de reconnaître que ce sera dur, ce qui n'est pas possible d'être déclaré auparavant par un cas du RDPC. Vous êtes franc en indiquant que l'élection arrive, que ça ne va pas être facile, ce sera dur. Mais même si c'est un parti unique, il faut reconnaître que lorsqu'il y a l'isoloir entre vous et la personne, il y a quelque chose qui peut se passer à l'intérieur. Et donc, pour moi, toutes les élections ne sont pas gagnées d'avance. Ce sont des élections qui seront toujours dures. Et où il faut faire preuve de beaucoup de rigueur, beaucoup de fermeté et beaucoup, n'est-ce pas, d'attention pour pouvoir en arriver. Parce que chaque fois que quelqu'un va passer dans une zone d'ombre là, c'est-à-dire qui est l'isoloir, vous ne savez pas ce qui va se passer. Il y a ceux qui sont allés contre eux-mêmes et qui s'en sont sortis avec une défaite contre l'abstention. Il y a des familles qui sont allées, et, même le parent n'a pas pu avoir, n'est-ce pas, le vote du fils. Donc, je le dis encore, et moi je suis très ferme là-dessus. Ça, ce seront des élections difficiles, mais nous sommes préparés pour ce genre d'élections. Et nous allons continuer sereinement à avancer pour que nous puissions sortir au soir du 12 octobre gagnant dans cette élection. Et surtout, qu'on ait une large, n'est-ce pas,
victoire pour dissiper tout genre de suspicion sur telle ou telle autre chose. C'est possible dans ce contexte, une large victoire? Oui, c'est très possible. C'est très possible. Lorsque nous voyons un peu, moi je parle généralement de l'extrême nord, non, c'est très possible. D'accord. Bonsoir, Jean-Jacques Zé. Le ministre ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'il est déjà arrivé à Maroua par route, monsieur le ministre? Oui, plusieurs fois. Vous savez que la route aujourd'hui, elle est catastrophique de ce côté. Plusieurs fois, je suis arrivé à Maroua par route. Et je crois que je l'ai fait la dernière fois de Yaoundé jusqu'à Mokolo, par route. Et je dois pouvoir dire que les difficultés existent. C'est-à-dire on ne va pas se focaliser sur une difficulté particulière. Parce qu'à côté des difficultés peut-être de la route, vous avez des avancées, hein, n'est-ce pas, dans le secteur tel ou tel autre secteur. Donc les difficultés vont toujours exister. Même dans tous les pays du monde, vous aurez toujours des difficultés. J'expliquais à quelqu'un l'autre jour que les États-Unis contrastent avec les niveaux de vie. Vous allez arriver dans certains quartiers, je dis, c'est encore plus que chez nous. En termes de paupérisation, vous allez arriver dans un autre, c'est l'opulence. Donc je crois que tous les pays connaissent ces difficultés. Maintenant, c'est comment nous pensons sortir de ces difficultés-là. Avec nos success stories dans certains de ces secteurs, avec ces difficultés dans d'autres secteurs, mais avec un plan de sortie de ces difficultés. Donc, ce que le président de la République aujourd'hui offre, c'est ce plan de sortie des difficultés. Parce que c'est celui qui connaît mieux les problèmes, il connaît mieux les difficultés de notre pays, il connaît mieux les réponses à apporter. Donc, si on prend une personne aujourd'hui qui va se mettre à comprendre comment ça fonctionne, à comprendre quelles sont les difficultés, où est-ce qu'on peut avoir les ressources, comment on peut faire pour résoudre telle autre chose, ça nous prendra les 7 ans. Alors maintenant, c'est à nous de savoir. Est-ce que nous voulons recommencer à zéro? Est-ce que nous voulons demander à la personne qui est là de continuer à nous conduire avec son plan de sortie de toutes ces difficultés? Je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. En tout cas, pour la jeunesse qui sait que c'est le Cameroun de demain, et ils ont choisi celui qui est là et qui connaît ces difficultés et qui a les réponses et qui va apporter, n'est-ce pas, un meilleur pour demain. Donc, la jeunesse, elle n'est plus dans l'hésitation, elle est dans le choix. D'accord. Monsieur le ministre, pour moi, vous êtes une idole. Vous êtes le meilleur des ministres que j'ai connus. Vous êtes un ministre que le peuple camerounais peut compter sur vous. Que Dieu vous bénisse davantage. Vous êtes un exemple pour la jeunesse camerounaise. Gouzara Nestor depuis Maroua qui envoie ce message-là. Alors, monsieur le docteur Manaouda, vraiment, vous nous étonnez un peu quand vous dites que vous demandez à vos collaborateurs, directeurs, de faire des bilans après un projet confié afin de voir l'évolution ou résultat de leurs travaux. Pourquoi est-ce que le président, lui, ne le fait pas quand on met les gens quelque part? Il faut les suivre. Le président Paul Biya ne suit rien. Abba, depuis Loum. Bon, peut-être qu'il a été dans un gouvernement et on ne l'a pas suivi, mais je peux vous dire qu'on est tous les jours sur notre dos. Hein. Tous les jours sur notre dos. Sur un certain nombre. Parce que vous devez faire une feuille de route. C'est-à-dire, vous-même, vous établissez votre route. Voilà les actions prioritaires que je veux faire cette année. Telle chose, telle chose, telle chose. Mais on vous demande où est-ce que vous en êtes avec telle chose, avec telle chose, avec telle chose. Non, ce n'est pas qu'on ne suit pas, on suit. Et c'est pour ça que je le dis, autant nous le faisons, autant on fait aussi pour nous. Donc, je puis, n'est-ce pas, le rassurer que ça se fait. C'est l'impression que le président ne suit pas. Non. Il ne vous évalue pas. Du tout. Le président nous évalue. D'autres ont démissionné parce qu'ils ne voient pas le président depuis 7 ans. Ça relève des divers. Nous n'y sommes pas encore. Bonsoir, Excellence. Lorsque l'on vous écoute, on veut se demander pourquoi vous êtes sur le plateau, puisque tout va bien. Mais le liquide prend la forme du vase qui le contient. Et en cela, on est en droit de s'inquiéter parce que les Camerounais vivent mal. Et cela c'est un motif que la politique menée par la classe dirigeante est inappropriée. Que vous êtes là pourquoi donc? Quand vous parlez, on a l'impression que tout va pour le mieux. Peut-être que je me suis fait mal comprendre ou mon micro ne marche pas très bien. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir dit que tout va pour le mieux au Cameroun. J'ai dit que nous faisons des avancées. Nous progressons.
Peut-être qu'on n'a pas progressé au rythme de ce que les uns et les autres veulent. C'est possible. Mais nous progressons tout au moins. Nous ne sommes pas statiques. Donc, je dis encore une fois de plus, peut-être pour mieux me comprendre, me faire comprendre, c'est que je ne dis pas que tout va bien, mais je dis que nous sommes en train d'avancer, d'évoluer. Hein, et nous évoluons sûrement. Donc, ne me prêtez pas des choses que je n'ai pas dites. Alors, vous n'avez pas dit que tout va pour le mieux. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. C'est clair. C'est clair. Même dans le secteur de la santé, nous savons qu'il y a des choses qui doivent être améliorées et qui seront améliorées. Mais nous sommes en train d'avancer. Les Camerounais, ils insistent. Est-ce que vous êtes sûr, vous, monsieur le ministre, que vous rendez compte au président Ibrahim Mais ça me plaît ce genre de questions. Pourquoi? Parce que ça permet de fois de travailler ce que nous faisons en secret. Ce matin, avant de venir, tout à l'heure, avant de venir sur votre plateau, je viens d'écrire au président de la République pour lui rendre compte d'un certain nombre de choses. J'ai dit au président de la République. Et je suis sûr, je peux vous dire, si vous me recevez encore, nous sommes quand aujourd'hui, si vous me recevez 2 jours plus tard, je vous donnerai la réponse de monsieur le président de la République. Écrit à deux mains, à sa main, ce n'est même pas saisi, c'est écrit à la main. Ah bon? Le président reçoit nos comptes rendus, les lit, les répond et nous donne des instructions lorsque nous avons sollicité des orientations sur telle ou telle autre chose. Moi, je le vis de toutes les manières. Ça, c'est ma position et c'est ce que je fais. Alors, une question incontournable finalement, parce que vous avez dit tout à l'heure que les hôpitaux vont du centre pour les soins communautaires au village jusqu'aux hôpitaux de référence. La première question, c'est de savoir pourquoi vos collègues vont encore se soigner à l'étranger. Et puis, Jean-Jacques, bonsoir docteur, est-ce que vous-même vous traitez ici au Cameroun? Alors, la question la plus simple, est-ce que vous vous traitez au Cameroun? Je me traite exclusivement au Cameroun. Et je l'ai dit à quelqu'un qui a pensé que je prends beaucoup de risques. Mon épouse, que j'aime bien et que je salue d'ailleurs, qui suit certainement cette émission, mon épouse a été malade. Elle devait subir une intervention chirurgicale. Elle s'est fait opérer au Cameroun. Beaucoup me disent, mais pourquoi vous avez pris ce genre de risque? J'ai dit, mais c'est fait pour les Camerounais. Et j'ai confiance en ce système, j'ai confiance au personnel de santé du Cameroun, j'ai confiance dans notre plateau technique. Elle s'est fait opérer 2 fois au Cameroun. Mais elle n'est pas morte, elle est là en ce moment. Qu'est-ce qui manque pour établir ce pont de confiance? Maintenant, c'est là où, ça c'est la deuxième question qui a été posée. Pourquoi est-ce que les autres partent à l'extérieur? Si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. Mais j'allais vous demander votre joli costume. Pourquoi vous allez dans telle pressine et pas dans telle autre pressine? C'est un choix. C'est un choix. Alors, les gens ont choisi d'aller, tout comme d'autres choisissent d'aller laver leur costume en Europe et non au Cameroun. Il y a ceux qui envoient leurs épouses faire des marchés, faire le marché pour leur maison en Europe. Donc, c'est des choix de vie. Et en fonction de ce qu'ils pensent ça n'a pas un rapport avec le plateau technique. Ça n'a aucun rapport avec le président de la République lui-même est allé dans une formation sanitaire du pays. Et vous le savez très bien. C'est pour nous dire, on peut se soigner désormais chez nous. Moi-même, premier Camerounais, je vais dans ces formations sanitaires. Est-ce qu'on a encore besoin d'un autre dessin pour voir qu'on devrait pouvoir avoir confiance dans notre système de santé? Non. Donc, moi, de toutes les manières, tout ce que je fais, je le fais ici. Je le fais ici, au Cameroun, à Yaoundé. Si je suis à Maroua, je le fais à Maroua. Comment rattraper cette confiance? Les Camerounais qui se méfient des hôpitaux, au-delà des questions de plateau technique, nous sommes en train de travailler là-dessus. La négligence, la vente des médicaments et autres pratiques qui avaient cours dans les hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ces éléments sont dans le passé? Aujourd'hui, on peut aller à l'hôpital, ne pas subir cela? Non, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de notre peine parce que malheureusement, vous aurez toujours un certain nombre de défaillances de ce genre. Mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour ce qui est des médicaments, je pense qu'on a réduit, en ce qui concerne des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments de la rue que certains amenaient à l'hôpital, on en a réduit tout au moins de 80 à 90%. Parce que j'avais demandé d'ailleurs à un certain moment, je sais que ça a infantilisé un peu le personnel, mais de fouiller les voitures et les sacs de ceux qui rentrent à l'hôpital.
pour qu'on n'ait pas des médicaments de la rue qui rentrent à l'hôpital. Et je crois qu'en ce moment-ci, en termes de distribution, ça a été réduit. Nous avons demandé aux formations sanitaires de s'approvisionner uniquement aux fonds régionaux de promotion pour la santé. Et ça, les fonds ont reçu, n'est-ce pas, l'instruction de traquer tout ce qui ne s'approvisionne pas chez eux. Et je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos formations sanitaires s'approvisionnent au fond. Et le fond s'approvisionne à la Sénamé. Donc je crois que là, nous avons une bonne visibilité d'approvisionnement et de distribution de médicaments. Maintenant, vous avez d'autres pratiques qui se font. Nous sommes sur plusieurs fronts. Vous nous avez vus en train de lutter contre les faux médicaments, les médicaments de la rue. Vous avez vu sur le fond... Sauf qu'ils n'ont pas disparu. Hein. Ça ne peut pas disparaître comme ça, c'est comme de la drogue. Et donc, il faut, j'allais dire, intensifier la lutte pour qu'ils ne soient pas simplement tranquilles dans leur zone de confort. Mais nous savons très bien qu'on va réduire, mais ça ne peut pas disparaître comme ça. Donc, il faut qu'on intensifie la lutte. À ce moment, ils vont se cacher. Donc, on est sur le front de l'assainissement de la carte sanitaire. Ceux qui ouvrent les formations sanitaires dans leur propre salon, dans le ci, dans le ça, ouais. Il faut qu'on les ferme. On est sur l'assainissement même des pharmacies, parce que des officines qui, des fois, ne sont pas bien présentées ou gérées. On est là-dessus. Donc, on a multiplié des fronts comme ça pour que notre système soit, j'allais dire, un peu toiletté. Un peu toiletté de tout ce qui peut être mauvais ou nocif pour nos populations. Donc, nous continuerons à travailler pour cela, à assainir notre système de santé, à la rendre, j'allais dire, assez solide pour tenir. Parce que nous savons très bien que nous aurons à faire, nous ne le souhaitons pas, mais des épidémies viendront, des pandémies viendront. Aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest, ils font face à au moins 3-4 épidémies à la fois. Donc ça peut échapper de l'autre côté. On aura ces épidémies-là. Donc il faut que nous ayons un système de santé assez robuste pour continuer à protéger nos citoyens. Monsieur le ministre, on va vous dire merci d'être venu. Un mot de sortie. Hier, l'hôpital camerounais était un malade. Aujourd'hui, l'hôpital camerounais est guéri. Il soigne. Il joue désormais son rôle. Alors, l'hôpital camerounais continue sa mue. Peut-être s'il avait 10 maladies, on a au moins 4 ou 5, 6 qui sont déjà guéris, mais il y en a encore. Donc, nous continuerons toujours à poursuivre, n'est-ce pas, cette guérison. Mais toujours est-il que si hier on avait des indicateurs qui étaient rouges, aujourd'hui, tous ces indicateurs sont passés au vert. Parce que nous avons travaillé sur un domaine bien précis. Nous venons de recevoir les premiers résultats de l'étude CANFIA. Et je suis très satisfait de cette étude parce que, à la fin, nous nous rendons compte que nous avons près de 97%, n'est-ce pas, de taux d'élimination du VIH. C'est-à-dire qu'en termes d'invisibilité des virus dans le sang, de ceux qui vivent avec le VIH. Nous avons ceux qui sont suivis, à environ 96% des personnes qui connaissent leur statut sont sous antirétroviraux. C'est des choses qui devraient pouvoir nous réjouir. C'est vrai, les Camerounais ont tendance à être beaucoup plus durs envers eux-mêmes. Je comprends parce que, bon, c'est sûr que nous visons la perfection, c'est pour ça que nous sommes durs envers nous. Mais je peux vous dire qu'en termes de diplomatie sanitaire, nous recevons beaucoup d'autres pays qui viennent s'inspirer de ce que nous faisons ici. Comment ça se passe ici? Comment vous avez fait telle chose? Et il y a un de mes collaborateurs qui va expliquer quelque chose que nous faisons dans le domaine de la pharmacie et des médicaments, ça fait déjà 3 ans. Mais le comité régional de l'OMS, qui a mis en place l'AMA, l'agence médicale, l'agence médicale du médicament, n'est-ce pas, est en train de vouloir copier ce que nous faisions déjà il y a 3 ans. Il faut que les Camerounais comprennent cela.
Donc, nous avons des domaines dans lesquels nous excellons, où nous avons fait des progrès énormes. Nous avons encore des domaines dans lesquels nous avons besoin de faire encore des progrès. Nous le reconnaissons. Et donc, tout ne peut pas être mauvais, sauf si on veut faire de la mauvaise foi. Mais je dois pouvoir vous dire, nous recevons constamment des délégations qui viennent voir comment ça se passe ici, comment ça se passe là, comment ça se passe ici. Et nous, ça nous fait véritablement plaisir parce que nous partageons l'expérience du Cameroun. Quand nous arrivons, par exemple, à Genève, lors de l'Assemblée mondiale, lors du Conseil exécutif d'ailleurs, parce que le Cameroun est membre du Conseil exécutif, quand nous y arrivons dans cette instance, nous sommes courtisés. Je me souviens, une année, je crois l'année dernière, je n'ai pas pu y aller, et donc ce sont mes collaborateurs qui sont allés, mais on les a assaillis, mais le ministre, c'est où? Vraiment le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Et même ils ont dit, mais on ne savait pas qu'on était aussi important dans ces instances-là. C'est nous qui ne voyons pas souvent, c'est une chose parce qu'on est très dur envers nous-mêmes. Je voudrais simplement inviter nos compatriotes à voir la réalité de ce que nous représentons. Le Cameroun est un grand pays. Nous avons un grand président de la République. Nous avons des progrès que nous avons en 7 ans effectués. Maintenant, il y a des choses certes à faire, mais nous continuerons à le faire. Et donc, nous devons simplement prendre conscience de cela. Inviter nos frères et sœurs de la diaspora à participer à la construction de leur pays au lieu de participer à la destruction de leur pays. Dans le domaine de la santé, nous avons mis en place une plateforme avec la diaspora et nous leur avons permis d'intervenir au Cameroun par tous les moyens possibles. Et ils sont en train de le faire. Je voudrais inviter d'autres personnes à participer à la construction du Cameroun au lieu de participer à la destruction du Cameroun. Parce que, quel que soit le cas, même si vous êtes naturalisé ou quelque chose, on va toujours vous rappeler que vous êtes de quelle origine. Absolument. Vous allez dire, non, non, je suis français, non, je suis américain. On dit, oui, tu sais, sur les papiers, tu sais, mais tu es noir, tu es de quelle origine, de quel pays? Souvenez-vous qu'on va toujours vous le dire. Si on ne vous dit pas à vous, on dira à votre enfant, on dira à votre progéniture. Et il sentira mal de ne pas savoir qu'il a participé, n'est-ce pas, à la construction de son pays. Donc, participons simplement à la construction de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique, d'être venu. Merci pour les 200 plus belles citations de Paul Biya. Merci pour ce recueil des citations de votre champion, candidat à l'élection présidentielle, et que vous allez défendre très bientôt dans le cadre de la campagne électorale. En toute exclusivité, je voudrais vous annoncer que dans les semaines qui suivent, un autre ouvrage sortira. Un autre ouvrage? Oui, sous forme de BD, mais je ne dis pas tout. Vous aurez l'occasion de le faire. Mais c'est déjà prêt, c'est déjà au Cameroun. Nous sommes en train de faire les derniers réglages pour la dédicace. Mais un autre ouvrage sortira et il sera encore davantage plus pertinent. Merci pour votre disponibilité exemplaire. On espère justement que les autres viendront participer et échanger surtout avec les Camerounais en toute franchise, sans tabou, sans filtre. Vous avez répondu à toutes ces questions-là. Merci à vous d'avoir regardé à la maison. Très bonne soirée sur Info TV.